Nous étions attablés comme si c'était un soir ordinaire. Les bougies tremblaient, le serveur débordait d'un calme professionnel, et mes parents riaient d'une anecdote qu'ils racontaient depuis toujours, la même que j'avais entendue 100 fois, sans jamais la remettre en question. 25 ans. 25 ans à croire que la maison où j'avais grandi était le point fixe de ma sécurité. 25 ans à supposer que les silences familiaux cachaient des pudeurs, des douleurs, peut-être des secrets inoffensifs. Puis, une serviette en papier a glissé sur ma main. Ce n'était pas une serviette ordinaire. Sophie, la serveuse, l'a posée là avec un geste presque hésitant, comme si elle remettait quelque chose qu'elle n'avait pas prévu de prendre sur elle. Quand j'ai vu l'épaisseur pliée, j'ai cru à un billet ou à un mot oublié. J'ai déplié, et au milieu du papier, il y avait une clé USB, 2 photos imprimées et une capture d'écran découpée. L'évidence d'un monde dont je ne savais rien. Sur la photo, mon père serrant la main d'un homme en costume, devant un panneau indiquant le nom d'une société inconnue. Sur l'autre, un reçu bancaire, un virement de 340 000 €, libellé d'une manière qui ne convenait ni à une donation, ni à un achat familial. La capture d'écran était claire, un échange de messages qui parlait de réaffectation des fonds et d'un couple de comptes à l'étranger. Mon premier réflexe a été numéraire et cérébral, un réflexe de quelqu'un qui, comme moi, a appris à décoder les chiffres avant les sentiments. Les montants, les dates, la répétition des mêmes libellés, tout parlait d'un schéma, pas de hasard. Mais derrière les colonnes de chiffres, il y avait autre chose que des erreurs comptables. Il y avait la trahison des gens qui m'avaient élevée. Sophie était là, les yeux baissés. Elle a murmuré que ce n'était pas la première fois qu'elle voyait quelque chose, que dans ce restaurant où nos familles venaient parfois pour célébrer des anniversaires, elle avait vu des enveloppes changer de main, des rendez-vous qui semblaient discrets mais réguliers. Elle m'a raconté avoir pris la clé USB après un geste maladroit. L'un des hommes avait laissé tomber ce qu'il appelait le dossier et quitté la table en riant, persuadé que personne ne regardait. Sophie a pris un risque en la ramassant. Sa gêne mêlée à sa loyauté m'a pris par surprise. La personne qui a déclenché l'effondrement de 25 ans n'était pas un inspecteur, ni un enfant en colère. C'était une serveuse. J'ai passé la clé dans ma poche avant de réaliser que mes mains tremblaient. Je n'étais pas simplement en train de tenir une mémoire physique de mensonge, je tenais l'épreuve d'une architecture bâtie sur le non-dit. Si les photos et la clé étaient authentiques, ce n'était plus une question privée, mais financière. Et si la construction avait duré 25 ans, alors elle avait besoin de règles professionnelles pour être tenue. Société écran, compte dissimulé, transferts réguliers, des choses qui ne s'expliquent pas par l'amour d'un parent pour l'aisance. Si cette histoire résonne avec vous, abonnez-vous. Je vais raconter chaque détail tel que je l'ai vécu. Assis dans ma voiture avant de redescendre vers la maison familiale, j'ai déroulé la clé USB sur mon ordinateur. Je l'ai ouverte comme on ouvre une porte dérobée. Il y avait des dossiers nommés de façon anodine, projets, investissements, archives 2010. À l'intérieur, des tableurs avec des colonnes ordonnées comme des rangées d'arbres, des dates alignées comme des repères. Les sommes revenaient comme des refrains, petites portions versées sur des comptes, puis regroupées, puis éteintes dans des structures dont les noms ne figuraient pas sur le registre familial. J'ai remarqué un motif qui avait la logique froide d'un algorithme, des virements qui revenaient chaque année, souvent autour d'une date de naissance ou d'un anniversaire, un code affectif transformé en cadence financière. Il y avait aussi des échanges de mails, sobres, presque professionnels. Recentrer le capital, écrivait l'un, maintenir la fiscalité stable, répondait l'autre. Les noms associés aux adresses mail ne correspondaient à aucun des proches que je connaissais. L'un d'eux contenait le nom Hartwell, un nom qui m'a rappelé vaguement la présence d'un homme souvent évoqué au repas, décrit comme un ami d'affaires du père. J'ai souri jaune en pensant à ces repas. Dans un coin, on évoquait des économies prudentes et des investissements sûrs, et dans l'ombre, on déplaçait des millions comme on range des assiettes. La raison et le mensonge côte à côte, comme deux façons de mettre la main sur le même objet. Je me suis souvenu alors de petits riens, qui, pris isolément, ne semblaient rien. Le coffre-fort dans le grenier que mon père disait contenir des photographies. Les voyages de ma mère qui, selon elle, étaient des retraites spirituelles, mais qui revenaient systématiquement avec des valises plus pleines. Les sommes inexplicables allouées à une association caritative qu'il citait comme preuve de générosité, mais qui, selon les documents, n'existaient que sur le papier. C'était comme regarder une série de signaux lumineux et comprendre soudain qu'ils formaient une carte. J'ai passé la nuit à compiler, à prendre des captures, à imprimer ce qui me paraissait pertinent. À l'aube, la maison me semblait étrangère.
Mes parents étaient là, dans la cuisine, préparant du café comme si nous n'avions pas tous les deux passé la nuit à tourner des pages. Ma mère, surtout, avait ce visage qui oscillait entre la fatigue et une paix publique, celle que l'on porte quand on a appris à dissimuler la faute avec le sourire. Je ne voulais pas que la première confrontation soit brutale. Je voulais des réponses claires, des confirmations, pas des éclats d'angoisse qui effaceraient l'épreuve. Mais j'ai aussi compris que discuter calmement était une façon de me laisser dérober la vérité une seconde fois. Alors, j'ai choisi la confrontation directe. Je me suis assis en face d'eux avec une impression. Que l'on soit 2 ou 3 à table ne changeait rien à la structure de ce qui allait suivre. J'ai posé les photos, la clé, le reçu. Les visages se sont figés autrement que dans mes imaginaires d'enfant. Mon père n'a pas ri. Ma mère a porté la main à sa bouche comme pour retenir un cri. « Qu'est-ce que c'est » a demandé mon père, voix basse. La question était simple. La réponse ne lui fut pas. Quand j'ai parlé des transferts, des montants, de la répétition, ma mère a d'abord nié. Elle a parlé de comptes d'entreprise, d'erreurs de libellé. Mon père a tenté de calmer la conversation. Puis, sous la pression des détails, la façade s'est fissurée. Elle a admis que certains paiements avaient été redirigés vers des comptes à l'étranger pour protéger l'héritage familial. Le verbe « protéger » a résonné comme un écho cruel, une justification embusquée derrière le mot « sécurité ». Je me souviens de la sensation d'être observateur et accusateur à la fois. J'ai pensé à tous les conseils moraux qu'il m'avait donnés. La transparence est la clé. On n'a rien à cacher quand on a la conscience tranquille. L'oxymore m'a frappé. Il prononçait ces phrases avec la même bouche qui avait signé des documents destinés à exclure certains héritiers, à détourner des comptes, à ranger la vérité dans une boîte verrouillée. La conversation s'est terminée sans aveu complet. Ils ont plaidé l'erreur, la prudence mal expliquée, l'aide de conseiller. J'ai senti la culpabilité comme un poids que l'on met à 2 mains dans la paume de la vérité pour l'empêcher de hurler. Mais l'épreuve restait, et je ne pouvais pas reposer la clé USB sans la conserver ailleurs que sur une étagère d'espoir. Après la confrontation, j'ai compris que l'affaire dépassait ma colère. Il fallait des compétences que je n'avais pas. Ce n'était pas seulement une question de morale, c'était une mécanique financière et juridique qu'il convenait de déchiffrer. Je me suis souvenu d'un nom qu'on m'avait recommandé jadis, Cassandra Martinez. Avocate spécialisée, disait-on, dans les structures patrimoniales et les litiges familiaux sensibles. Son nom m'évoquait une discipline froide mais nécessaire. Je l'ai appelée. Son premier contact a été bref, professionnel. Elle m'a écouté sans juger, puis a posé des questions pour comprendre l'étendue du dossier. Elle ne m'a pas dit « je vais vous sauver », ni « vous êtes trahi ». Elle a dit « on va organiser l'épreuve, on va protéger ce qui peut l'être ». Sa voix avait la sérénité de quelqu'un qui connaît les rouages, mais qui ne confond pas compétence et promesse. Elle a recommandé un expert en audit judiciaire, Michael Torres, quelqu'un capable de transformer des feuilles Excel en trajectoires vérifiables. C'était la traduction simple. Il fallait que quelqu'un capable de lire l'ADN des comptes se penche sur nos documents. Michael est venu avec la lenteur efficace des gens qui n'ont pas peur des chiffres. Il a posé mon ordinateur sur la table, a regardé les tableurs, a utilisé des mots que j'aimais à demi pour leur rigueur: flux, corrélation, régularité périodique. Il a expliqué sans jargon inutile que certaines structures financières sont conçues pour que l'argent puisse voyager et perdre son origine. Société écran, compte dans des juridictions opaques, transferts fractionnés pour brouiller les pistes. Il a parlé d'une empreinte laissée par ces systèmes. Date, montant récurrent, bénéficiaires finaux parfois masqués derrière d'autres entités. Je l'ai regardé dessiner une ligne sur le papier, un flux qui partait d'un compte présenté comme don/œuvre et revenait, après des étapes invisibles, dans une société enregistrée au nom d'un partenaire. J'ai compris là que l'argent ne disparaissait pas, il changeait de costume. Pendant plusieurs jours, l'équipe que nous formions, moi, Cassandra, Michael et Sophie dans son rôle silencieux de lanceuse d'alerte, s'est mise au travail. Cassandra a conseillé de documenter tout, d'imprimer, de sauvegarder, d'éviter la panique publique. Elle a expliqué en termes simples que certaines mesures existent pour préserver les actifs pendant qu'on établit la preuve d'un détournement. Cela s'appelle le gel des avoirs, la mise sous séquestre, des mots que j'ai entendus sans pouvoir encore mesurer leur portée. Elle m'a rappelé fermement que je ne devais pas prendre de décision hâtive. Crier haut et fort rendrait la récupération plus complexe, agir méthodiquement au contraire pourrait nous permettre de démontrer la nature organisée de la fraude. Je parcourais en même temps les dossiers de la clé. Une feuille Excel s'est détachée des autres, un registre à noter, écrit en petites mains régulières, qui semblait être un journal comptable.
Chaque ligne indiquait une somme, une destination et une raison. Parfois frais de gestion, parfois consulting, parfois transfert sécurisé. Les annotations étaient signées d'un pseudonyme connu, R.A., initiale qui me renvoyait à ce nom d'Artwell, que je commençais à relier à des signatures et à des adresses mail. De page en page, le visage d'Artwell se précisait. Partenaire discret, médiateur entre nos comptes et des structures externes. Ce que Michael trouvait fascinant était la régularité clinique, des montants équivalents recalculés pour maintenir une apparence de donation, des dates qui coïncidaient étrangement avec des commémorations familiales, comme si le rituel sentimental servait aussi à masquer la mécanique financière. On peut presque dater l'opération comme on date les couches d'un sédiment, a-t-il dit une fois, en cherchant une image. Sa comparaison m'a frappée. Oui, c'était la stratification de 25 ans, chaque couche posée, bien plus discrète qu'un mensonge criant, jusqu'à former un paysage stable et trompeur. L'attention qui nous animait était particulière. Ce n'était pas seulement une bataille pour récupérer de l'argent, il y avait l'enjeu moral de prouver que ceux qui avaient formulé pour moi les premières leçons de la vie pouvaient dans le secret tordre les règles au point d'en exclure d'autres. Nous marchions sur des chemins où l'intime et le technique se recoupaient, et chaque preuve arrachée de l'ombre augmentait à la fois ma douleur et ma responsabilité. Un soir, en glaçant des emails sur lesquels je travaillais depuis des jours, j'ai trouvé une pièce dont l'existence m'a glacée, une clause contractuelle, dressée en termes secs, ouvrant la possibilité à la réaffectation de capitaux par décision conjointe de représentants désignés. Autrement dit, un mécanisme légal, écrit et signé, permettant de rediriger des parts du patrimoine familial selon des règles internes opaques. La signature n'était pas celle de mes parents seuls, il y avait un tampon, un nom de société. J'ai fermé les yeux. Un contrat officiel était la preuve que le mensonge ne dépendait pas d'une faiblesse humaine, mais d'un instrument juridico-financier. Pendant tout ce temps, Sophie a gardé les mains propres de peur que les représailles la touchent. Elle venait parfois nous apporter un briquet, jeter un regard discret, laisser échapper un commentaire anecdotique qui soudain prenait du poids. Elle nous a raconté la première fois où elle avait entendu le nom d'Artwell, lors d'un déjeuner où ma mère parlait d'un projet immobilier, aux côtés d'un homme qui semblait être plus parent que partenaire. Il s'appelait par des surnoms, m'a-t-elle dit, des choses tendres que je n'avais pas le droit d'entendre. La tendresse masque très bien les instruments du calcul. Les nuits étaient courtes, j'allais et venais entre mes souvenirs d'enfant et les chiffres fraîchement imprimés. Je revoyais Noël, les anniversaires, les promesses faites par mes parents. Nous te laisserons ce qui est juste. Le mot juste avait été usé jusqu'à la transparence, et je comprenais maintenant qu'il avait une définition largement manipulée. Puis est arrivé le moment où l'on a su qu'il n'existait plus qu'un simple mécanisme de réaffectation. Un des tableurs, dissimulé sous un nom anodin, contenait un index menant à ce que Michael a appelé, sans emphase, le coffre-fort numérique. C'était un dossier crypté, référencé par une date, 15-6-1998, une date étrange qui, en retracing, coïncidait avec l'achat d'une maison dans une autre ville, une maison que je n'avais pas connue mais dont mes parents parlaient parfois comme d'un placement prudent. Les premiers 10 caractères du mot de passe étaient clairs. Un nom de femme qui n'était pas celui de ma mère. Était ça un prénom d'emprunt, une amante d'affaires, un signe que la dissimulation avait des ramifications humaines et pas seulement institutionnelles? J'ai senti à ce moment-là que nous tenions un fil qui pouvait dérouler plus que des comptes, que derrière une clause, derrière un virement, derrière une signature, il y avait des choix faits en pleine conscience, et que ces choix avaient été destinés à remodeler l'héritage humain plus que l'actif. Le matin suivant, Cassandra a pris une décision ferme. Elle n'a pas décrété la guerre publique, mais elle a dit qu'il fallait préparer une action pour préserver ce qui pouvait l'être. Copie certifiée, demande formelle d'accès aux documents et, si nous le jugeons nécessaire, une requête visant au gel des éléments compromis. Elle a évoqué, sans promesse, la possibilité d'obtenir des ordonnances temporaires pour empêcher la dispersion des fonds pendant que l'enquête se poursuivait. Elle a ajouté que la prudence était la meilleure alliée de la vérité et que chaque mouvement devait être documenté. Nous avons commencé à préparer le dossier, mais le dossier préparé n'effaçait pas la douleur. Chaque preuve assemblée était comme une lame qui coupait le tissu d'une famille. Certains soirs, je me surprenais à espérer encore une explication simple, une erreur d'étiquette, une mauvaise interprétation. D'autres fois, je voulais crier, rendre public le mensonge pour que tout le monde voie et juge. Cassandra m'a rappelé que la vengeance publique est différente de la justice réparatrice. On ne cherche pas à humilier pour le plaisir, m'a-t-elle dit calmement. On cherche à remettre les choses en ordre. Il y avait aussi la question de la réputation. Mes parents avaient construit une image dans la communauté, respectabilité, générosité, un réseau solide.
L'exposé signifiait aussi mettre à nu tout ce que leur nom protégeait. La réalité était que, en cherchant la restitution, je risquais de détruire les restes d'une vie qu'ils avaient façonnée. Cette considération ne m'a pas arrêtée, mais elle me pesait. Un soir, alors que je travaillais seule, mon téléphone a sonné. C'était Michael. Sa voix était celle d'un homme qui venait juste de découvrir quelque chose d'inattendu. « Tu devrais venir au bureau », a-t-il dit. « Il y a une transaction qui change tout. » J'ai pris le manteau en silence. Ce que je ne savais pas encore, c'est que la transaction dont il parlait n'était pas seulement une somme. C'était un indice d'un lien plus ancien. Une route qui revenait au même point d'origine 25 ans plus tôt. Et que le mensonge qui avait tenu nos vies en place pendant un quart de siècle n'était pas seulement un choix financier. C'était une construction de situations, de contrats, d'alliances, et peut-être d'un amour dissimulé derrière le vernis de la prudence. Je suis arrivée au petit bureau où Michael travaillait. Sur l'écran, des colonnes s'étiraient comme un squelette révélé. Il a pointé une ligne, qui d'apparence anonyme, reliait un petit dépôt fait en 1999 à un grand paiement reçu récemment, comme une vieille racine alimentant un arbre adulte. Et dans la colonne des bénéficiaires, un nom revenait, dissimulé derrière des sigles, mais lisible si l'on savait lire entre les abréviations. Un nom qui, soudain, faisait trembler le réseau de certitudes que j'avais entretenu depuis l'enfance. Si cela se confirme, a dit Michael, cela montre une intention sur la durée. Ce n'est pas un hasard, c'est un plan. À ces mots, j'ai senti l'air changer. Ce que nous pensions être un accident se dessinait en dessin. J'avais commencé la recherche pour savoir si mes parents avaient menti. Maintenant, il semblait que j'étais sur le point d'apprendre pourquoi et surtout qui, au-delà d'eux, avait aidé à bâtir ce mensonge. Quand Michael a prononcé « plan », d'un ton si posé qu'il en devenait glaçant, j'ai compris que nous tenions une image complète, pas seulement un fragment. Ce soir-là, dans ce petit bureau éclairé au néon, la carte s'est mise à s'assembler sous mes yeux. Des flux, des dates, des noms masqués mais traçables. Hartwell revenait comme un pivot. Il n'était plus le simple ami d'affaires évoqué au repas. Il apparaissait comme l'architecte qui, patiemment, avait habillé la dissimulation d'un vernis légal. Nous n'avons pas parlé tout de suite. Le silence a pris la voix de la méthode. Cassandra a demandé que l'on agrège tout ce que nous avions et qu'on prépare une demande visant à obtenir des mesures conservatoires. Elle a répété encore que la prudence était notre meilleur outil. Elle disait des choses simples et tranchantes, documenter, certifier, ne rien laisser au hasard. Elle voyait la procédure comme un terrain de jeu stratégique, pas comme une théâtralité. Sa posture m'apaisait, sa froideur professionnelle me rendait moins vulnérable. Le lendemain, nous avons respecté l'ordre que Cassandra avait tracé. Nous avons fait certifier les copies, demandé des attestations, sécurisé l'original de la clé USB. Elle a rédigé une requête sommaire visant à obtenir une ordonnance de gel sur certains avoirs identifiés, une mesure préventive destinée à empêcher que l'argent soit déplacé ailleurs pendant l'enquête. Dans le langage des juristes, c'était du provisoire. Pour moi, c'était un ruban noué autour d'un coffre, un temps suspendu qui empêchait le dépôt de poussière sur les preuves. Je me souviens pourtant d'un moment d'hésitation, lorsque Cassandra a dit « Nous allons déposer, mais il faut nous attendre à une réaction. Les défenseurs des intérêts qu'on va toucher ne resteront pas inactifs. » Je me suis sentie encore plus démunie devant cette humanité du système. Les mécanismes juridiques répondent à des pulsions humaines, et les pulsions humaines ont des moyens. Les jours qui ont suivi furent lents et intenses. Nous avons déposé la requête, le dossier a pris un numéro, le tribunal a accepté d'examiner la demande en urgence. Pas une certitude, mais une porte ouverte. Entre-temps, Michael a continué de scier les branches du schéma financier avec sa rigueur tranquille. Il a trouvé ce que nous avions surnommé la chaîne Hartwell, un réseau de petites sociétés locales, de comptes intestés à des prête-noms et de flux fractionnés, mais reliés entre eux par des motifs récurrents, montants équivalents, date d'exécution régulière et la répétition d'un même libellé qui n'apparaissait nulle part sur les registres officiels, sauf dans nos copies. J'ai commencé à voir Hartwell autrement que comme une ombre. Il n'était pas juste un complice, il était la clé de voûte d'un système qui, pendant 25 ans, avait organisé la circulation des sommes. Il n'avait pas inventé l'idée d'exclure certains héritiers, il avait fourni la boîte à outils. La procédure n'est pas un sprint, c'est une course d'endurance, où la patience n'est pas une vertu morale, mais une arme. Le juge qui a examiné notre demande a ordonné en effet un gel partiel de certains comptes et a accepté la nomination d'un administrateur judiciaire restreint chargé de surveiller certains transferts. Ce n'était pas une condamnation, c'était une protection. Mais dans la communauté et dans la vie privée, cela a suffi à créer une onde. Quand l'ordonnance est tombée, la nouvelle a été le début d'un tremblement de terre. Les amis de la famille, les voisins, les membres du cercle associatif où mes parents avaient siégé pendant des années ont commencé à poser des questions.
Certains ont évité notre numéro, d'autres ont appelé pour demander des explications en marmonnant des mots d'incrédulité. Les réceptions où l'on discutait du jardinage et des voyages se sont faites rares. Ma maison d'enfance, ce point fixe, a changé d'adresse émotionnelle. Mais l'ordre judiciaire avait créé ce qui était nécessaire, empêcher l'avidité d'enfourrir encore davantage la vérité pendant que nous réunissions les preuves. C'est à ce moment-là que la défense a bougé. Hartwell, enfin identifiable hors des initiales, a mandaté un avocat dont le nom faisait écho dans les milieux où se tenaient les grandes opérations. J'ai appris son existence à travers une lettre formelle. Mise en garde, accusation de surfiscalisation de la part de notre démarche, menace voyée de plainte pour atteinte à la réputation. Ce fut une offensive classique, attaquer la posture morale du demandeur pour détourner l'attention du fond. Mais Cassandra ne s'est pas laissée intimider. Elle a répondu avec la même précision. Elle a préparé la suite, demandé des productions d'actes bancaires complémentaires, intenté des requêtes pour obtenir des informations auprès des banques sous astreinte et sollicité des copies des contrats dont nous avions repéré l'existence dans les tableurs. Nous n'étions plus dans un combat de famille. Nous étions devenus des acteurs dans un théâtre procédural, dont les répliques se jouaient entre cabinet et banque. Les semaines suivantes furent une succession de courriels, de convocations, d'appels à des bureaux qui ne répondaient qu'aux heures de l'opacité. Michael a travaillé comme un homme fou. Il établissait des matrices, des recoupements, des chronologies. Il extrayait des identifiants bancaires, comparait des heures, cherchait la cohérence dans l'incohérence. À chaque document nouveau, sa voix restait modérée, mais ses phrases contenaient ce que je recherchais, une trajectoire claire. Puis, un élément est venu changer la donne. Pendant qu'on dépouillait une série d'extraits bancaires, Michael a repéré un mouvement qui dépassait les circuits ordinaires. Un transfert significatif vers une structure basée dans un petit état insulaire, paiement effectué juste après ce que nous avons plus tard compris comme une réaffectation. La destination était masquée derrière un réseau de prête-noms, mais la trace technique, un code SWIFT atypique, une heure d'exécution, l'a rendu vulnérable. Michael a demandé une assistance juridique internationale. Document a été envoyé pour solliciter coopération. Les institutions bancaires, soumises à des règles, ont commencé à coopérer. Nous avons alors compris que le mensonge avait un bras long. Les comptes, pensés comme enterrés à l'étranger, n'étaient pas invisibles. Ils étaient simplement protégés par des mécanismes que la lumière juridique sait parfois percer. C'était une petite victoire technique dans un combat immense. Le plus lourd à porter, cependant, n'était pas les chiffres, mais la tension qui avait envahi nos rencontres familiales. Ma mère oscillait désormais entre la douleur et une colère froide. Mon père, qu'on avait toujours vu comme un roc, paraissait perdre l'éclat de ses certitudes. Il a commencé à se replier, à éviter le regard, à parler en phrases brèves. Quand j'essayais de demander, il disait « Nous voulions protéger la famille ». Cette phrase, répétée comme un mantra, sonnait désormais comme un aveu qui cherchait la rédemption par l'intention. Mais l'intention ne masque pas la construction structurelle d'injustice. La communauté a regardé. Certains voisins ont pris parti, d'autres sont restés muets. Une organisation pour laquelle mon père avait siégé pendant des années a ouvert une procédure disciplinaire interne. On ne pouvait pas, d'un coup de pompe, le chasser d'une réputation. Mais on a commencé à réévaluer les liens, à demander des comptes sur ce que signifiait « protéger » quand on avait la responsabilité d'être transparent. Dans l'espace public de notre petit cercle, la déception faisait comme une rumeur lourde. La tension monta encore quand une deuxième clé est apparue, littéralement. Sophie, qui avait déjà pris un risque immense, m'a contactée en urgence. Elle avait retrouvé une enveloppe dans un local du restaurant, apparemment oubliée, contenant des copies supplémentaires, contrats signés, échanges avec Hartwell et un enregistrement vocal partiel d'une conversation où plusieurs voix discutaient de réaffectation et d'invisibilisation des bénéficiaires. L'existence d'un enregistrement a posé une question éthique complexe. Comment l'utiliser sans violer des règles de preuve? Cassandra a abordé la question avec prudence. Elle a recommandé la conservation formelle, l'analyse par un expert en authentification audio et la préparation d'un cadre légal pour son usage. Je me souviens de la soirée où j'ai écouté l'extrait pour la première fois. Des voix familières, des noms, des échanges presque banals, et puis le mot Hartwell prononcé comme s'il n'était qu'incommodité. Entendre ces voix, c'était comme recevoir un coup sonore derrière la tête. Le son portait la preuve que ce qui se passait n'était pas une construction abstraite. C'était une succession de choix formulés clairement. La bataille procédurale prit alors une autre forme. Il fallait nouer les preuves techniques, tableurs, transactions bancaires, contrats et enregistrements pour montrer une intention continue et concertée. Ce que nous montrions, ce n'était pas seulement la passivité d'un parent qui aurait été entraîné par un conseiller. Nous voulions démontrer la coordination. Les juristes appellent cela la continuité intentionnelle. Pour moi, c'était le révélateur de la trahison la plus profonde, celle qui se construit non par inattention, mais par volonté.
Les audiences préparatoires furent tendues. Nous avons rencontré des médiateurs, des arbitres et des représentants d'Hartwell. Ces derniers ne se sont pas présentés au départ comme des antagonistes malveillants. Ils se sont du moins présentés comme des opérateurs de marché, ayant conseillé une famille sur la meilleure façon de gérer un patrimoine. Mais entre les lignes, leur position se fissurait. Quand Cassandra a aligné les preuves, la posture s'est transformée en défense. La première confrontation directe avec Hartwell n'a pas eu lieu en salle d'audience, du moins pas immédiatement. Elle se produisait d'abord dans une salle de conférence froide, entourée d'avocats, avec un tableau sur lequel Michael projetait des flux. Je me souviens du calme d'Hartwell. L'homme en costume, même sévère, conservait une façon de sourire comme s'il tenait une carte cachée. Il a essayé de convaincre que tout avait été légal, que les bénéficiaires étaient désignés selon des clauses valides, que les destinataires étaient légitimes. Il n'a pas nié tout. Il a ritualisé la légalité. Cassandra, à l'opposé, parlait peu. Mais quand elle parlait, tout tournait autour d'une question simple. Est-ce que ces transferts ont été opérés au détriment de personnes qui avaient des droits légaux ? Quand on l'a poussée, elle a sorti doucement un tableau qui montrait des dates et des contrasignatures, qui, combinés, donnaient une lecture précise. Oui, les mécanismes avaient privé des héritiers. La salle s'est assombrie. Le premier grand tournant a été une audience civile pour confirmer le gel des comptes et pour déterminer l'étendue des mesures conservatoires. Le juge, après examen, a confirmé des mesures larges, gel de plusieurs comptes, suspension temporaire de certaines dispositions contractuelles et nomination d'un administrateur chargé de faire un audit externe. Ce n'était pas la fin, c'était seulement le moment où l'institution avait placé un garde-fou. Mais pour moi, cela avait un goût de victoire. Une institution impartiale venait de reconnaître qu'il y avait matière à approfondir. Ce qui suivit fut une période de révélation en cascade. L'administrateur judiciaire, indépendant, a commencé à exhumer les pièces ailleurs. Les sociétés écrans, jusque-là anonymes, ont commencé à livrer leurs noms. Certains prête-noms, sous la pression et face à la menace d'imputation financière, acceptèrent de coopérer. Les audits révélèrent plus d'éléments que nous ne l'avions imaginé. Comptes bancaires ouverts dans des noms de sociétés miniatures, prêts fictifs, facturation interne. Nous avons vu défiler des montants, des petites fractions de chiffres, mais assemblées sur des années, elles formaient un volume que je n'aurais pas cru possible. Hartwell perdit du terrain. Sa stratégie initiale, nier, diluer, questionner la méthodologie, commença à se fissurer. Son réseau de complices s'effrita sous la pression des comptes gelés et des coopérations. Certains partenaires d'affaires, craignant des répercussions sur leur propre réputation, prirent leur distance. Nous n'avons jamais cherché à l'humilier, nous cherchions à féparer. Mais la mécanique sociale fit son œuvre. Une fois que la soupape judiciaire s'ouvrait, les alliances se délitaient. Il y a eu des scènes pénibles. Ma mère sombrait parfois dans des accès de pleurs qu'elle n'avait jamais connus. Mon père, stoïque, a finalement éclaté en colère, puis en repentance. Il y a eu des confrontations où les mots devinrent tranchants. Tu as dit que tu protégerais la famille. Nous avons cru faire le bon choix. Tu as volé par omission. Ces phrases frappaient, et la douleur ne se dissolvait pas dans la procédure. La justice peut ordonner, mais elle ne guérit pas automatiquement. Au milieu de ces heurts, Sophie restait une présence discrète mais essentielle. Elle venait parfois au greffe pour déposer des éléments, parfois juste pour me regarder, et sans dire grand-chose, me donner la force d'avancer. Je lui ai demandé une fois pourquoi elle s'était impliquée. Elle a répondu qu'elle avait vu trop d'injustice au service, que son propre père, un homme simple, lui avait appris à ne pas fermer les yeux. Son courage m'a rappelé que le déclenchement de toute histoire de justice tient souvent à un geste anodin, ramasser une clé USB. Plus tard, je l'ai invitée à déjeuner. C'était un geste symbolique. Je lui ai offert un bouquet de fleurs, un remerciement qu'elle a refusé avec pudeur. Elle m'a dit « Vous avez fait le travail ?» Moi j'ai seulement dit la vérité. Elle a souri d'un sourire qui contenait de la fierté et de la fatigue. J'ai senti que sans elle, nous n'aurions jamais eu les pièces qui ont permis d'ouvrir la boîte. La phase où tout paraissait converger vers un règlement prit la forme d'une médiation poussée. Les parties ont été convoquées. Hartwell proposa un plan de règlement, restitution partielle, promesse de compensation et clause de confidentialité. Cassandra a accepté d'écouter, mais a posé des conditions strictes, transparence complète sur l'origine des fonds, restitution effective d'un pourcentage raisonnable et pénalité en cas de non-respect. Les négociations furent âpres. Je me souviens d'un moment où l'on a suspendu la réunion pour reprendre souffle. Devant la baie vitrée, la ville continuait comme si rien n'était arrivé. Pendant la négociation, Michael a apporté la pièce qui a fait basculer la balance, un tableau synthétique démontrant l'ampleur cumulative des détournements et la manière dont ils avaient privé des héritiers. La démonstration mettait en relief la logique d'ensemble. Il ne s'agissait pas d'une donation isolée ou d'un investissement mal nommé, mais d'un système qui avait favorisé certains au détriment d'autres. Les chiffres ont une cruauté propre, ils ne se laissent pas attendrir par les excuses. Finalement, nous sommes parvenus à un accord,
Hartwell a accepté, devant notaire, une restitution substantielle des sommes identifiées, assortie d'un versement échelonné et d'une renonciation à tout rôle dans la gestion future du patrimoine familial. Il n'a pas été question de peine pénale publique dans l'accord final, mais de sanctions économiques et professionnelles, signalement à des organismes de régulation, retraite de certaines prérogatives, perte des faits dans des conseils où il siégeait. Pour certains, ce n'était pas assez. Pour d'autres, c'était la seule voie réaliste pour obtenir réparation sans prolonger des années de procédure. Je me rappelle que Cassandra me regarda et dit « Ce que nous avons obtenu, c'est la réparation la plus effective que vous pouviez espérer sans sombrer dans l'épuisement de la procédure. » Cette phrase m'a remis sur terre. Elle me rappelait la vérité que bien souvent, la justice demande un compromis entre l'idéal et l'efficace. L'accord fut homologué, les comptes gelés furent progressivement libérés, mais avec des garanties. Une partie des fonds furent restitués directement aux personnes lésées, une autre fit l'objet de règlements contractuels pour des réparations. Mon rôle dans tout cela était ambigu. Je récupérais des ressources matérielles, mais je sentais qu'une part de moi avait été irrémédiablement transformée. La restitution ne remettait pas en place la confiance perdue. Elle remettait en ordre un patrimoine matériel, rien de plus. La chute sociale de mes parents fut sévère. Les comités et amicales qui avaient été leur tribune se retirèrent. Mes parents durent affronter des demandes d'explications publiques, des revues, des lettres. Pour la première fois, la sphère privée fut discutée dans des lieux où l'on avait l'habitude de parler d'arbres et de recettes. Ils ont perdu le statut. Et quelque chose en moi s'est brisé en regardant ce spectacle. Je ne souhaitais pas leur humiliation, mais je compris que le cours normal de la réparation exigeait une exposition. La vérité avait pour conséquence la destruction d'une image. Les conséquences personnelles furent elles aussi profondes. Des amis qui prirent leur distance, des relations qui se coupèrent, des sentiments de honte. Il y eut aussi des conséquences professionnelles pour certains complices. L'affaire fit l'objet de signalements à des autorités de régulation financière pour des manquements relatifs à la diligence. Certains intermédiaires perdirent des mandats, d'autres furent sanctionnés dans l'exercice de leurs fonctions par des mesures disciplinaires. Je tiens à dire avec prudence, ces mesures n'étaient pas des peines pénales décrétées en public, mais des conséquences administratives et professionnelles qui reflétaient la gravité des faits mis en lumière. Nous n'étions pas en train de réclamer la vengeance, nous cherchions la réparation et la responsabilité. Après l'accord, la vie ne reprit pas son cours comme si de rien n'était. Il y eut des démarrages hésitants. Je décidai, progressivement, de me retirer de l'orbite de ces débats incessants. Je pris une autre direction professionnelle plus modeste, moins liée à la gestion des grands chiffres et plus orientée vers un travail concret, un métier où l'on voit le fruit immédiat de l'effort. La reconstruction fut lente. J'ai aménagé un petit appartement, simplifié mes habitudes, renoué avec des amis d'avant. La séparation d'avec mes parents resta nette. Nous avons essayé à certains moments de converser sur ce qui s'était passé, mais il manquait souvent la langue pour cela. Les mots restaient encombrés de reproches et de tentatives d'excuses. Le jour où j'ai enfin rencontré Sophie en dehors du tumulte procédural, ce fut une sorte de petite rédemption. Elle m'a apporté une boîte de biscuits. Nous avons marché dans un parc. Je lui ai dit « Tu sais, sans toi, rien de tout cela ne serait arrivé. » Elle a haussé les épaules et répondu « J'ai juste ramassé ce qui traînait. » Je lui ai remis une somme, symbolique, pour l'aider à se lancer dans quelque chose qu'elle souhaitait. Elle refusait, puis accepta. Je voulais que son courage ait une récompense tangible, pas une fortune, juste la reconnaissance. Elle est devenue la figure silencieuse qui m'avait rappelé que la vérité peut venir des gestes les plus ordinaires. Cassandra resta, pour moi, un âtre. Après tout ce tumulte, nous avons partagé une bouteille de vin modeste dans son bureau. Elle a dit, en regardant les piles de dossiers, « Ce que j'aime, c'est que tu n'as pas cédé à la colère. Tu as cherché la justesse. » Ces mots me touchèrent. Je réalisais que la justice dont elle parlait n'était pas seulement juridique. C'était une forme de mesure qui distinguait le besoin de réparation du simple désir de punition. Les semaines devinrent des mois. La tension se dissipa, mais la cicatrice resta. Mes parents déménageurs, voulant échapper au regard. Ils gardèrent un lien ténu avec certains membres de la famille et perdirent d'autres relations. Parfois, je me surprenais à imaginer un autre scénario. Une famille qui aurait choisi la transparence dès le départ, une confidence faite tôt, des discussions qui auraient permis d'éviter des années de manipulation. Mais la réalité n'est pas une hypothèse. Nous avons vécu la suite telle qu'elle fut. Un soir, je retournais sur le lieu de notre premier dîner qui avait tout déclenché. Le restaurant n'avait pas changé beaucoup. Les bougies avaient été remplacées, les menus adaptés. Sophie était de garde. Elle me regarda et sans un mot, me tendit une serviette pliée. C'était un geste presque comique, la boucle était bouclée. Nous avons ri, un rire léger qui contenait toute la gravité d'un ancien combat. Je lui ai pris la main et je lui ai dit simplement « Merci ». Elle a répondu d'un sourire, puis a repris son service, et la vie a repris son flux banal. Le dernier acte fut pour moi intérieur. Je me suis accordé un rituel pour tourner la page.
J'ai fait le tri de toutes les photos d'enfance, j'ai gardé celles qui témoignaient d'un amour sincère, il y en avait malgré tout, et j'ai mis de côté celles qui, à présent, me rappelaient la stratégie financière. J'ai cherché à séparer les gestes honnêtes des décisions calculées. Ce n'est pas un acte de négation, c'est une reconstruction de mémoire. Sur le plan juridique, l'accord a été homologué et la majorité des actifs identifiés fut restitués ou placés sous surveillance. Hartwell s'est retiré de la gestion active, avec un engagement contractuel à ne pas intervenir. Plusieurs intermédiaires ont vu leur activité limitée. Mon père perdra peut-être le souvenir d'un certain statut, ma mère affrontera des regrets et des découragements. Mais l'essentiel est que la structure qui avait permis la réaffectation de fonds ait été démantelée suffisamment pour redonner de l'air aux parties lésées. Je ne veux pas que cette histoire sonne comme une célébration du triomphe judiciaire. Ce fut bien plus, une traversée. J'ai perdu des illusions. J'ai acquis une connaissance brute de la fragilité des choses que l'on croyait éternelles. J'ai surtout appris que la vérité peut détruire des images, mais peut aussi libérer. La révélation n'a pas seulement démoli le mensonge, elle a imposé une clarté que personne ne pouvait plus ignorer. Et dans cette clarté, j'ai été invitée à inventer une nouvelle vie. Paradoxalement, la reconstruction m'a amenée à une simplicité nouvelle. J'ai redécouvert les joies d'un matin calme, d'un café partagé sans faux-semblant, d'amitié fondée sur la transparence. J'ai aussi travaillé à pardonner, non pour absoudre la faute, mais pour me délester du poids. Le pardon, dans mon expérience, n'est pas l'oubli, c'est une décision personnelle de ne pas laisser la colère gouverner ma vie. Certains membres de ma famille ont refusé d'effacer, ils ont porté leur opinion comme un étendard. J'ai respecté leur choix. Je me surprends parfois à penser à ce que 25 années de mensonges ont coûté à tous. Ce n'était pas seulement le manque à gagner, c'était la trahison d'une confiance. Il y a des choses qu'on ne ramène pas à leur état initial, mais il y a aussi la possibilité de bâtir ensuite autrement. Pour ma part, j'ai choisi d'être attentif à la clarté des engagements. J'ai changé la manière dont je fréquente le monde. Moins d'ostentation, plus de conversations vraies. Je garde aussi un lien particulier avec Sophie. Elle a fini par ouvrir, avec un petit prêt que je lui ai facilité, une petite boutique de pâtisserie. C'est une petite victoire concrète. Quand je passe devant, elle me salue d'un signe discret. Nous ne sommes pas des amis du monde d'autrefois, mais nous avons une reconnaissance qui nous relie. Cassandra continue son travail, souvent silencieuse et déterminée, et Michael m'envoie parfois des messages techniques où il glisse une plaisanterie mathématique. Ces petites traces d'humanité m'ont aidé à comprendre que même au cœur d'une trahison, la solidarité reste le pivot de la guérison. Le mensonge de 25 ans a tout détruit dans la forme où je le concevais. Relations, réputation, certitude. Mais la vérité a en même temps autorisé une renaissance, brutale mais nécessaire. À la fin, ce n'était pas la somme d'argent rendu qui me rendait le plus calme, c'était la responsabilité enfin assumée, le retrait des faux amis, la reconnaissance que nos vies ne doivent pas être étrangères aux principes qui les fondent. Je me rappelle souvent d'une phrase que mon père aimait dire. La transparence est la clé. Il l'avait enseignée sans la vivre. Je choisis aujourd'hui d'en faire une règle pour moi. Transparence dans les relations, clarté dans les actes, honnêteté dans les choix. Ce ne sont pas des garanties contre la douleur. Ce sont des façons de vivre qui limitent la puissance des mensonges à s'enraciner. Si mon histoire vous touche ou réveille quelque chose en vous, partagez. Parlez-en avec ceux que vous aimez. La vérité peut être dure, mais elle est aussi le matériau sur lequel une vie peut se reconstruire. Merci à ceux qui ont tenu ma main sans jugement, et merci surtout à Sophie, à Cassandra et à Michael, des gens ordinaires qui ont fait ce qu'il fallait pour que la justice, aussi imparfaite soit-elle, ait une chance de réparer. Si vous avez déjà vécu une trahison similaire, racontez-la dans les commentaires. Il n'y a pas de honte à chercher conseil et solidarité. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la vérité, aussi destructrice soit-elle, peut finalement libérer et permettre de rebâtir.